d'ailleurs, mercredi, parce qu'ils ne se sont pas comptés. Et du coup, ils ont interrompu le chiffrage et donc je regrette, je n'ai pas le nombre à vous donner. C'est une honte. Nous sommes très mauvais et nous pouvons que reconnaître que nous manquons encore d'organisation. Ça viendra, il faut être patient et indulgent. Donc on lève les punitions que j'ai données aux uns et aux autres. On attend un petit peu que tous nos copains là remontent, nos amis. Si jamais ceux qui sont derrière, voilà, toi par exemple au hasard. Allez, si Framboise et tous ses amis veulent bien passer devant, parce que bon, je veux bien qu'ils voient mon derrière, mais c'est pas très élégant. Surtout que la dernière, bon, je vais faire rire les gens. La dernière manifestation où j'étais, c'était devant le Sénat. Je grimpe, c'était pas prévu, hein, mais je grimpe 4 à 4 des espèces d'échafauds. Et là, crac, le jean complètement craqué. Heureusement qu'on n'a rien vu. Heureusement qu'il n'y avait pas de journaliste. Ça au moins, ça risque pas. Donc ça va. Et donc en fait, je ne comprenais pas l'empressement lorsque je suis redescendue de la tribune à ce qu'on m'entoure d'un drapeau bleu, blanc, rouge comme un pagne. Et j'étais là, mais ça va, merci, merci. Voilà. Allez, passez devant, s'il vous plaît. Bravo la chaîne. Et ça continue, regardez la chaîne continue de monter. Bravo. Merci la chaîne humaine. Ça s'arrête pas. Alors je pense que les camions de gendarmes en fait ont affrété des gens et ils font venir des figurants en permanence. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Venez par là. Vous voyez que on n'arrive pas à plus compter. C'est pas parce qu'on est mauvais, c'est qu'on est beaucoup trop nombreux. On est beaucoup trop nombreux et on n'a pas assez d'espace dans cette sur cette esplanade. La Une TV me demandait si j'étais un petit peu choquée que les gendarmes fassent un cordon sanitaire probablement, pour nous séparer de la flamme. La réponse est oui. J'en ai été très attristée dès que je suis arrivée sur l'esplanade. Mais j'aime à la fois ce symbole. Évidemment qu'on ne va pas casser et interrompre cette chaîne que les gendarmes eux-mêmes constituent pour nous protéger de cette flamme. Mais finalement, cette flamme, pour moi, c'est chacun de nous qui risque la séparation. Et donc le fait que, pour le coup, cette image, on doit la graver dans notre cœur pour qu'on sache quand il faudra passer entre les camions des gendarmes, aller secourir les flammes en détresse. Je fais la collecte des micros. Si jamais vous en avez d'autres, allez-y. Et ça continue de monter, on accueille nos amis. Et ils sont en chaîne, et ils sont restés main dans la main. Extraordinaire. Vous m'excuserez d'attendre que tous nos amis arrivent. Hein. C'est normal quand même. Là, moi je comprends. C'est incroyable. Mais c'est dans les trous, parce que dès que ça hurle à côté. Si, non, je l'entends ça. Et après, non, j'ai mis des pantalons, moi, pour l'avoir. J'ai enlevé celui de gauche. Bravo la chaîne humaine. Bah oui. Liberté. Vérité. Et là, Résistance. Solidarité. ah bah il faut que tu me préviennes avant. Je suis sur elle. Résistance. 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 Résistance.
je l'ai croisé, la chance comme je l'ai croisé, je lui ai dit bonjour et merci d'être là. Moi, j'ai d'abord Ça continue, donc chantons. Ça continue. Ça continue d'affluer. Moi, je pense que M. Macron, qui fait bien les choses, a probablement affrété des cars et que maintenant, il nous rejoint. C'est formidable. On peut rêver. Ce que j'ai bien aimé dans ce que Mervyn a dit, c'est qu'il a dit merci, M. Macron. Et je crois que ce sentiment de gratitude, on en a terriblement besoin. Et effectivement, on peut se rendre compte qu'on peut à peu près remercier n'importe qui. Beaucoup m'ont dit, mais je ne sais pas comment vous faisiez sur les plateaux télévisés pour ne pas vous énerver alors qu'ils vous traitaient si mal. Mon secret, je n'en ai pas vraiment. En fait, je ne les détestais pas. Je les aimais et je me disais, je les plains de tout mon cœur, car nous avons rendez-vous dans l'histoire. Bravo! Bravo! Comment dès lors être agressif avec quelqu'un pour qui vous avez de la compassion? Je n'en avais pas. Pas d'agressivité du coup. Voilà mon secret. Ça continue d'affluer. Bon, c'est encore moi. On cherche une merlouve. Est-ce qu'il y aurait une merlouve qui voudrait prendre la parole? Une ou deux merlouves? Où sont les loups? Où sont les loups? Si elle veut bien venir derrière le camion, merci, oui, on organise ça. Voilà. On demande également à tous ceux qui sont derrière le camion de passer devant, s'il vous plaît. Alexandra, nous bloquons la circulation. Et pour Gauthier, et Voilà, monsieur. donc il faut que les gens soient vraiment sur la place. Allez, vive Fleur, professeur Perron aussi. Un petit geste de tout le monde. Allez, vous méritez bien quelques fleurs. Donc on va rétablir la circulation sur la rue, donc s'il vous plaît, veuillez vous mettre sur la place et pas derrière le camion. Je vais lancer... Oh, c'est beau! En fait, on est un peu comme des cyclistes, Christian et moi. On a gagné le Tour de France! En tout cas, le tour de résistance du maximum d'insultes. C'est peut-être ça notre résistance. Alors voilà, je pense que ça y est, on est bon. Donc est-ce que juste on peut dégager, là il y a beaucoup de gens agglutinés, essayer d'aller devant, mais on est extrêmement nombreux, on est vraiment, c'est extraordinaire. Alors selon les organisateurs, il semblerait que nous soyons 1300, 1300, je ne sais pas ce que dit la police. On est 25, je pense, mais j'ai peur de la fake news. Hein. Voilà, donc passez derrière, devant s'il vous plaît, sur la place, et non pas sur la route.
afin que En nous n'ayons direct pas de du Mont soucis. Valérien. Alors, En direct sur Facebook. Votre attention, s'il vous plaît. On a perdu un petit garçon avec un blouson rouge. Il s'appelle Tom. tu vois, c'est vrai que c'est peut-être mieux de Voilà. Il est là. Ah, ben voilà, tu vas rassurer ta maman. Voilà. Viens voir ta maman, peut-être. Viens sur le camion. Moi j'ai 3 avertissements. Quelqu'un a perdu sa batterie de secours. Elle est au camion. En direct de Mont Valérien. S'il vous plaît, derrière le camion, veuillez passer de l'autre côté. À côté de la flamme de la résistance 39-45. Il y a de la place encore. Appelez-vous la résistance. Nous sommes là, les résistants. Mes chers amis, vous me voyez avec un papier, c'est très inhabituel, mais c'est qu'effectivement, nous vivons des événements tout à fait historiques. Et il m'a semblé important... Je gueule déjà comme une folle. On peut pas un peu plus fort. Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est bien, c'est bien. Alors, je prends mon souffle. Ah ouais. On va faire ça. On est là. J'espère que vous m'entendez maintenant. Face aux événements auxquels nous sommes confrontés, et dans ce lieu si chargé d'histoire, les émotions et les mots se bousculent. Et ma présence peut paraître étrange, incongrue même à certains. Quel lien peut-il bien y avoir entre une généticienne, chercheur, et un haut lieu de la résistance française? Les circonstances, hélas, et je pèse ce hélas, m'ont contrainte à alerter, à contre-courant, des décisions prises depuis maintenant plus de 18 mois par nos dirigeants. Pourquoi? Certes, parce que ces décisions, à la fois de gestion sanitaire comme de la loi de bioéthique, vont à l'encontre de mes convictions les plus profondes. Mais aussi parce qu'après une vie entière consacrée à la génétique, au prix de nombreux sacrifices personnels, et notamment à l'ARN, je n'ai pas le droit de rester silencieuse. Peut-être un peu plus que d'autres ai-je conscience de l'extrême gravité de ce qui se déroule. Je mesure à quel point les droits humains les plus fondamentaux sont violés à l'heure actuelle au cours de cette expérience médicale génique qui ne dit pas son nom.
mesure toute l'ampleur des risques que quelques-uns n'hésitent pas à faire courir au sujet, parce que dans une étude on parle d'habitude de sujets, quasiment tous involontaires de cette expérience. Alors je n'ai pas le choix. Après avoir mis mon autorité de généticienne dans la balance et effectivement une partie de ma vie, et je vous prie de croire que ce n'est pas agréable, je dois dire non. Et en ce lieu plus qu'ailleurs, ce lieu du Mont Valérien, c'est aussi un haut lieu de l'unité française. Et j'aimerais surtout aujourd'hui, à cause de cela, partager une douleur que je vis au quotidien. Je veux parler de la cassure. Et je ne vois pas d'autre nom, j'ai eu beau chercher, j'ai pensé à déchirure, mais cela ne me semblait pas adapté. C'est une cassure qui frappe le peuple français, jusqu'au sein de nos familles et entre ceux qui étaient hier amis. Bravo, bravo. Oui, nous sommes actuellement prisonniers et victimes d'une idée fixe entretenue par nos gouvernants. Après le confinement, le masque, les gestes barrières, seul le vaccin est salvifique. Hors de ces injections expérimentales, point de salut. Excite le système immunitaire, excite les traitements éprouvés, et ceux qui n'adhèrent pas à ce nouveau dogme martelé de manière quasi religieuse deviennent des réprouvés. Selon ce dogme, ces injections géniques qui nous dotent de pouvoir produire une protéine de virus sont si désirables qu'elles doivent nous être imposées par le mensonge, par le chantage et bien entendu sans consentement éclairé. Si elles provoquent une proportion inégalée de décès et d'effets secondaires gravissimes dans l'histoire de la vaccination et des médicaments, qu'importe. Si leur efficacité avec 2 doses est suffisamment douteuse pour qu'on injecte une dose tous les 5 mois, qu'importe. Et si ces injections possèdent des risques fondamentaux de cancérogénicité, mais aussi sur la fertilité des générations futures que personne ne peut encore prétendre connaître, qu'importe là encore, non, pas qu'importe, car certains sujets de cette expérience en supporteront le coût. Alors plutôt que de continuer en monologue, permettez-moi, en ce haut lieu de l'unité de la France, d'évoquer quelques-uns des appels désespérés que je reçois chaque jour. Il y en a des centaines qui n'ont personne vers qui se tourner. J'en prends quelques-uns, j'en partage une petite dizaine. Je suis médecin à l'Éducation nationale. Je viens de recevoir un courrier en recommandé, en accusé de réception du rectorat de Versailles, m'enjoignant d'adresser mon justificatif concernant l'obligation vaccinale, puisque je n'avais pas répondu au courrier adressé le 17 septembre à l'ensemble du personnel concerné. Mon mari est déjà suspendu depuis fin septembre, très difficile à vivre, et me voilà à présent concerné. Nous vivons un vrai cauchemar. Je souhaite me rapprocher, si possible, de personnel de l'éducation nationale pour des aides, des pistes, car je me sens bien perdue. Merci. Autre témoignage. Dans ce groupe, nous sommes tous soignants. Nous avons fait des études et passé un nombre incalculable d'heures à venir en aide par le soin, physiquement, psychologiquement, etc. Un gouvernement nous jette à la rue pour nous humilier, nous rabaisser, nous déprimer dans le vrai sens du terme et tenter de nous faire plier à leurs exigences. Ce n'est pas pour rien que vous avez travaillé, chers collègues. Déjà, ce travail vous a apporté un salaire et vous a permis de vivre décemment. Et surtout, vous avez aidé à mieux vivre des milliers et des milliers de personnes. Et ça n'est pas rien. Courage à tous. Merci. Bravo! Bravo! Question un peu en panique. La mère de Sheila est vaccinée depuis quelques mois.
Elle est ménopausée depuis 2 ans et elle a ses règles de manière très abondante. T'as une idée de ce qu'elle a? Signé la fille d'une amie. Je raccroche à l'instant avec une amie dont le mari, 32 ans, a reçu une deuxième dose de Pfizer il y a 10 jours. Il a une myocardite aiguë depuis 2 jours. Il est entre la vie et la mort. J'espère qu'il n'a pas trespassé. Il est du côté de Beauvais. Il cherche un hosto à Paris qui prendrait le problème à cœur, c'est le cas de le dire. As-tu des idées? Il l'a fait pour garder son boulot. Point de suspension. Signé une amie. Honte! La honte! Bonjour madame. Assassin! 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 Bonjour madame, comme convenu lors de notre échange samedi matin, ma fille a eu ses dernières règles du 11 au 19 mai, depuis plus rien. Cela fait 3 mois, je vous tiens au courant de la suite, signé une mère très inquiète. Autre témoignage, ce matin j'ai entendu un chef, c'est rigolo celle-là. Ce matin, il faut détendre l'atmosphère. Ce matin, j'ai entendu une chef de service du diocèse dire que ceux qui avaient regardé trop de vidéos complotistes vont devoir se faire soigner pour s'en sortir. Il vaut mieux en rire. Ma chère Alexandra, je ne peux venir te rejoindre. J'aurais bien aimé, mais ces derniers jours, la situation est très tendue. Michel m'en veut énormément de ne pas me faire vacciner. Il dit que je le mets en danger et me fait beaucoup de reproches. C'est très difficile à vivre. Pourtant, je reste discrète et n'aborde plus jamais ce genre de sujet. C'est devenu peine perdue de lui faire comprendre que mon immunité à moi ne va pas s'effondrer dans 5 mois et qu'elle, n'est pas conditionnée à un booster, comme ils disent. Nous sommes pas mal de couples à éprouver de grandes difficultés avec cette situation tendue à cause de nos opinions différentes. Et beaucoup de familles... Excusez-moi, c'est pas agréable. C'est pas respectueux et pas agréable. Nous sommes pas mal, surtout que c'est des textes que je lis de gens qui souffrent. Donc c'est vraiment pas agréable. D'accord. Beaucoup de familles en souffrent. Heureusement, avec les enfants, je n'ai pas de problème, même si ma fille, influencée par son père, est vaccinée ainsi que son mari. Car leur médecin leur a fait très peur, parce que mon gendre est asthmatique, même si c'était un grand sportif en forme. Il est actuellement très fatigué. Je crains beaucoup qu'ils ne veuillent vacciner leurs 2 enfants de 9 ans et 7 ans. En revanche, mon fils, sa femme et leurs 5 enfants sont résolument contre. Presque tous mes amis qui résistent déplorent la vaccination de beaucoup de leurs enfants, lesquels sont parents en général. Bon courage pour dimanche. Tu vois, je ne suis pas couchée. Cassée après m'être fait vraiment bien engueuler ce soir. Même si j'avais pu venir, je n'aurais pas pu prendre le risque d'encaisser encore plus de reproches de la part de Michel. Allez, je t'embrasse fort. Bon courage et bravo pour ta ténacité. Je suis avec toi, avec vous, moralement. Tu peux me croire. Signé ton ami. Alexandra, une ancienne étudiante. Voici la liste de mes troubles. Extrême fatigue depuis le 25 octobre. Étourdissement au moindre effort. Marcher, se lever, attraper quelque chose. Depuis le 29 octobre. Elle a 25 ans. Voici la liste de mes troubles. Elle a 25 ans. Une ancienne de mes étudiantes. Extrême fatigue, étourdissement au moindre effort, marcher, se lever, attraper quelque chose depuis le 29 octobre, zona depuis le 10 novembre, eczéma depuis le 8 novembre, tremblement dans les mains et tétanie rapide des muscles des doigts depuis le 29 octobre. Je ne pense pas en oublier, mis à part mes maux de tête liés à la fatigue qui vont et viennent. J'ai également perdu un peu de poids malgré une alimentation inchangée et une forte envie de sucre. Je pense que mon corps essaie de compenser la fatigue. J'ai eu ma 2e dose fin septembre et j'ai donc, j'adore la phrase, et j'ai donc attrapé le Covid environ 1 mois après. Elle est belle celle-là. Je ne suis pas disponible ce soir. Si tu as du temps demain, j'essaierai de t'appeler. Ou cet autre partage des bribes de cette lettre ouverte aux parlementaires du professeur Balik, membre de l'Académie nationale de chirurgie, qui a écrit le 2 octobre. La première constatation qui s'impose est que le vaccin, entre guillemets,
ne protège pas et n'empêche pas de contaminer. Il cite là la déclaration du ministre de la Santé Olivier Véran devant le Conseil d'État au mois d'avril 2021. L'exemple d'Israël que nos autorités ont pris comme modèle montre que les hospitalisations et les réanimations sont débordées de personnes vaccinées. On ne cite plus Israël d'ailleurs, sauf pour nous expliquer qu'avec 2 vaccins, vous faites partie des non-vaccinés. Ceci ne serait pas dramatique si cette stratégie n'était pas à l'origine de complications graves, mortelles, inadmissibles et éthiquement insupportables pour tout médecin qui, tous les jours, se bat pour soulager et soigner des patients. Les médecins du terrain croient encore au serment d'Hippocrate qui a été leur guide depuis des siècles et que les politiques les obligent à bafouer. Les principes fondamentaux du serment, dont le primum non nocere, avant tout ne pas nuire, le secret médical, le consentement libre et éclairé ont été rejetés d'un revers de la main. Comme vous le savez, ce vaccin est en cours de phase d'expérimentation, phase 3 de mise au point d'un médicament. Maintenant que cette phase déclenchée au niveau mondial a du recul, les médecins du terrain voient apparaître de nombreuses complications. En France, l'expérience du terrain rapportée par les médecins de la ville, de médecins de ville et hospitaliers montre clairement l'accroissement des complications survenant dans les semaines suivant la vaccination. De nombreux cas de paralysie faciale, de myocardite et péricardite dans les suites précoces de la vaccination, des complications cardiovasculaires, infarctus, AVC chez des sujets relativement jeunes et pas forcément à risque cardiovasculaire, de nombreux cas de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire. Les médecins signalent une élévation fréquente des marqueurs de thrombose, des dimères, parfois à des taux anormalement élevés. Une fatigue et une altération de l'état général accélérée chez les patients âgés. Des cancers jusque-là contrôlés qui explosent après vaccination. Des maladies auto-immunes comme des polyarthrites, sur lesquelles j'avais alerté, des thyroïdites se dérèglent pendant les semaines qui suivent la vaccination. Après de trop longs mois, l'ANSM indique comme signaux confirmés la myocardite et la péricardite de survenue précoce après la vaccination avec les vaccins Pfizer et Moderna, sans donner le nombre exact de malades et en minimisant la pathologie, alors que les complications et les séquelles à long terme peuvent être graves. Un cœur abîmé chez un sujet jeune, ne me dites pas que c'est neutre et qu'il va aller bien. Il aura des séquelles, évidemment, puisqu'il a une vulnérabilité. Ces derniers jours, 2 adolescentes sans facteur de risque viennent de décéder et un jeune a été amputé d'une jambe 15 jours après le vaccin. N'est-ce pas un sacrifice que la société fait et quel est le prix à payer? À partir de combien de décès d'adolescents direz-vous stop à la vaccination des jeunes qui n'ont rien à gagner car ils sont à faible risque de formes graves et de décès du Covid? Chez les femmes, des troubles des règles, des fausses couches multipliées par 7 à 8 fois d'après les études publiées sur lesquelles je m'appuie, ou des morts de fœtus in utero au cours des grossesses sont observées. Comment se fait-il que la Direction générale de la santé autorise la vaccination dès le premier trimestre de la grossesse, alors que les données sur la sécurité du vaccin chez les femmes enceintes sont limitées et incomplètes? Où est le principe de précaution? Toutes ces complications surviennent précocement après la vaccination chez des personnes sans antécédents ayant une vie normale. Elles surviennent aussi chez des sportifs qui ont dû arrêter leur activité après avoir été vaccinés, hypothéquant leur carrière. Jérémy Chardy, Christophe Lemaitre en sont des exemples, pas très célèbres, mais il y en a bien d'autres. Parallèlement, dans la même population de personnes sans comorbidité, non vaccinées, il n'y a aucun décès du Covid. Seules sont exposées les personnes à risque. C'est pour cette population-là que le vaccin peut avoir une certaine protection. Malheureusement, ces complications sont passées sous silence. Elles n'auront pas aux tutelles ou celles-ci ne veulent pas les voir. Même si vous n'êtes pas médecin, regardez autour de vous ce qui se passe. Recherchez l'information. Vous avez le droit de vous informer car vous êtes nos représentants. Déjà, la vérité commence à éclater. Le vaccin AstraZeneca a été interdit chez les moins de 55 ans à la suite de thrombose. Puis ce fut le tour de Janssen. Et progressivement, on a vu des États remettre en cause la vaccination généralisée. Puis Moderna, là récemment, pour les moins de 30 ans, dans de nombreux pays.
puis et à tout âge en Islande. Au Royaume-Uni, la vaccination est interdite aux moins de 15 ans et ils viennent de renoncer à la vaccination obligatoire. Au Texas, la vaccination des jeunes est interdite. Au Danemark, seuls sont vaccinées les personnes à risque et il y a une liberté totale retrouvée sans passe sanitaire. En Afrique, on observe une mortalité 10 fois inférieure à la nôtre, dit toujours le professeur Balik, à la nôtre, alors qu'il n'y a que 2% de vaccinés. Et on annonçait une catastrophe sanitaire. À Taïwan, ça je rajoute à sa lettre, ils viennent d'interdire les 2 doses de Pfizer chez les 12-17 ans. Bravo. Ils n'en tolèrent plus qu'une. Tous ces soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, mais aussi pompiers, qui sont montrés du doigt, ne sont pas des anti-vaccins. Comment voulez-vous être anti-vaccin et chercheur? Il y a un moment où ça, c'est assez agaçant aussi d'avoir entendu ça. Oh, non, again, j'en peux plus. Du coup, j'ai perdu, je m'énerve. Mais redoute. Juste les effets d'un vaccin, entre guillemets, encore en expérimentation, dont ils voient dans leur pratique directement les effets néfastes. Ces soignants du terrain voient des vrais malades. Ils ne sont pas des médecins de plateau, télé, qui extrapolent à partir de chiffres des probabilités dont la grande majorité se sont avérées erronées. Je ne voudrais pas terminer sur cette note par trop ancrée dans notre quotidien. Comme je vous l'ai dit, par le choix de ce lieu, ce sont les actes d'héroïsme qui sont célébrés ici. Et on peut étendre la qualité de ce Mont Valérien à celle de ce haut lieu de l'unité de la France. Et dans l'histoire, cette unité a été faite de héros et de saints. Car ce qu'on oublie parfois, c'est que le Mont Valérien a très tôt séduit les militaires, mais avant cela, des religieux. Selon la légende, Saint Maurice, qui était un soldat romain dès la fin du IIIe siècle, aurait rapporté de la terre de Saint-Denis, avec laquelle il aurait formé la butte Montmartre et le Mont Valérien. Ce qui est édifiant dans l'histoire de cet illustre personnage de Saint Maurice, c'est son refus, avec ses hommes, d'obéir aux ordres de massacre qui lui avaient été donnés et qui lui semblaient injustes. Messieurs les gendarmes, cet exemple de Saint Maurice doit vous inspirer, car ce lieu nous plonge. Ce lieu nous plonge donc dans l'importance du discernement aux ordres donnés et le prix du sacrifice consenti. La légende raconte aussi qu'au 5e siècle, la jeune Sainte Geneviève y menait paître ses moutons. Ce lieu nous plonge dans ce besoin de nous connecter à l'intemporalité d'une telle scène, prendre le temps de faire paître nos moutons et de nous connecter les uns aux autres comme à la nature qui nous environne. Je n'ai pas fait d'amalgame. On manque de pâturage quand même. Enfin, la situation exceptionnelle de ce mont paraît lui avoir précocement conféré une fonction d'ermitage pour ceux qui aspiraient à prier et à méditer. Ermitage et Mont Calvaire, il était juché de 3 croix comme au Golgotha et il abrita Thomas Jefferson, premier ambassadeur des tout jeunes États-Unis d'Amérique en France
entre 1785 et 1789. Détruite à la Révolution française, la croix sera relevée en 1805, puis à nouveau neutralisée par Napoléon Ier, qui tentera d'en faire un lieu militaire. Nouveau soubresaut lors de la Restauration. Il faut alors se figurer des milliers de fidèles lors des fêtes de la Croix et un fort engouement pour les pèlerinages en ce mont valérien. C'est peut-être pour ça que ça n'arrêtait pas d'arriver, les chaînes humaines, là. Enfin, la tourmente révolutionnaire de 1830 dispersa les biens du mont valérien avant que d'autres pages, cette fois d'héroïsme militaire, s'écrivent. Ce lieu nous apprend donc la patience dans les tribulations de l'histoire. Car avoir une mémoire historique, c'est avoir une longueur d'avance dans la vie. C'est savoir repérer les vrais rendez-vous. Et comme j'aime tous les talents des Français, qu'ils soient passés ou présents, eh bien c'est tout le talent de notre académicien de l'Académie française, François Cheng, d'avoir su repérer dans les voix de Jeanne d'Arc un quatrain qui vient du fond du cœur, mais qui est le résultat de toute une vie et que Jeanne prononça à son procès en toute simplicité. Je vous dis ce quatrain, gravez-le dans votre cœur, comme cette flamme qui nous est séparée par ce cordon. Puis vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. En ces heures de nécrose de la raison, de dictature du vaccinisme, de méconnaissance et d'oubli de la loi naturelle elle-même, puissions-nous nous inspirer de tous ces saints et de tous ces héros dont l'enseignement et l'exemple ont franchi tout naturellement les frontières géographiques de la France et les frontières du temps pour marquer le devenir du monde. Ne ratons pas ce rendez-vous qui nous est donné d'être les saints et les héros qui, par notre tempérance, notre courage, notre capacité à travailler ensemble, nous permettra d'écrire un avenir plus juste. Merci. Vous êtes les héros de la nation. Un grand merci à notre marraine. Il n'y a pas de marraine sans parrain. Donc nous allons passer la parole au professeur Christian Perron. Merci à tous, chers amis. Ça va? Vous entendez? Je m'entends? Comme ça, vous entendez mieux? Oui. Bon. Merci d'être là, tous les résistants et les marcheurs. Je ne parle pas de la République en marche, je parle des vrais marcheurs. Et effectivement, je pensais qu'on pourrait se recueillir devant la flamme. Bon, ça nous est interdit aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se redonnera rendez-vous quand on sera de nouveau en démocratie et que là, on retrouvera nos libertés fondamentales.
Vous entendez ou pas? Il paraît que vous n'entendez pas. C'est bon? Donc, Pourquoi on est entouré par les et flics? comme ça, c'est mieux. Ah, pour les voitures. Descends. C'est tous ces micros, là, on ne sait plus où on parle. Donc, je voulais remercier le docteur Gauthier Bach qui a organisé le rendez-vous avec ses collègues. Il est venu d'Alsace et tous les soignants ici, je sais que vous êtes beaucoup de soignants de toutes les disciplines de la santé et beaucoup d'entre vous ont été suspendus. J'ai discuté avec vous, là, vous aviez les larmes aux yeux de... Non, c'est parce qu'il prend les deux. Parce que... Alors je prends les deux. Je ne suis pas de Johnny, je suis désolé. Même si ça peut allumer la flamme, le feu. Et alors, ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de la médecine, oui mais je parle, c'est que des soignants peuvent être suspendus comme ça d'un revers de main. Alors c'est vrai qu'il y a des médecins qui ont des problèmes avec le Conseil de l'Ordre, mais au moins le Conseil de l'Ordre ce sont des médecins. Ils vous écrivent, ils vous disent de quoi vous êtes attaqué, vous avez le droit d'être reçu de façon confraternelle, de venir avec des dossiers, avec un avocat. Et maintenant, le ministre a décidé que c'était les agences régionales de santé qui pouvaient virer du jour au lendemain les médecins. Donc et ça c'est dramatique dans l'histoire de notre pays parce que moi j'ai des collègues médecins qui m'ont envoyé la copie de la lettre. On leur dit voilà, monsieur, madame, on les appelle même plus docteurs, ils sont plus vous n'êtes plus médecin, vous avez 2 jours pour fermer votre cabinet. Quand on sait la pénurie de soignants qu'il y a aujourd'hui en France, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, j'ai lu l'autre jour qu'il y avait 20% des lits qui étaient fermés faute de soignants. Je sais que dans mon hôpital, dans tous les hôpitaux, il y a des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins qui ont décidé d'arrêter de travailler. Dans les campagnes, il y avait un désert médical dans certaines régions. Dans certains endroits, il n'y a plus du tout de médecins. Il y en avait 20 il y a 10 ans, il n'y en avait plus que 7 ou 8. Et là, il y en a 4 qui partaient à la retraite et les autres sont en train de fermer leur cabinet. Donc les quelques médecins qui restent n'arrivent pas à absorber tout le boulot. Ils croulent sous le travail. Donc on est dans une situation entre la démolition de l'hôpital public et toutes les difficultés qu'on fait à nos soignants. La population va en souffrir. Et le comble de l'injustice, moi j'ai eu des témoignages de mes patients récemment qui ont des problèmes cardiaques, ils doivent surveiller un cancer, avoir une coloscopie, un examen ou une chimio. Ils se font jeter comme des malpropres de certains cabinets médicaux, de certains hôpitaux, de certaines cliniques. On leur refuse les soins. C'est du jamais vu, c'est non-assistance à personne en danger, c'est très grave. Parce que là, il va y avoir... Malheureusement, il va y avoir des morts à cause de ça, et ce ne seront pas morts du Covid, parce que toutes les mesures qui sont prises actuellement sont totalement disproportionnées pour une épidémie qui, malheureusement, il y a eu des morts, c'est des personnes à risque, mais il y avait des traitements qui existaient, qui ont été interdits, et ça c'est un grand scandale. Mais aujourd'hui, le taux de mortalité est extrêmement faible. Si vous regardez la carte du monde, partout on inocule ces pseudo-vaccins, l'épidémie a repris, il y a eu des morts ou une sélection de variants, et dans tous les pays qui n'ont pas vacciné, l'épidémie est quasiment terminée. Donc il n'y a pas besoin de faire polytechnique, il suffit de regarder la carte du monde, mais malheureusement, on n'en parle pas dans les médias. On voit des journalistes qui maintenant ne vérifient aucune source et suivent juste les consignes du gouvernement et de leur directeur de rédaction. Et la perte de l'indépendance du journalisme et des médias, pour moi c'est très grave. On l'a vu dans des sombres heures de notre histoire. Et là, ce n'est pas normal que ça continue. Normalement, les médias, ça doit être un contre-pouvoir indépendant. Donc je salue les quelques journalistes indépendants. Et notamment, je salue beaucoup Xavier Zalbert, François, qui fait un travail remarquable avec des interviews de première qualité, nationale, internationale, et qui vérifie toujours les sources et les chiffres. Donc, quand on parle de vérification des sources et de vérité, je suis confiant, parce que j'ai toujours aimé faire éclater la vérité dans les maladies. J'avais écrit déjà mon livre « La vérité sur la maladie de Lyme » il y a quelques années. Tout ce que j'ai dit dans mes livres
tout est sourcé. Vous savez, quand j'ai sorti mon premier livre, il y a des gens, des journalistes, des collègues bien intentionnés qui ont dit dans les médias Péronne, il va se faire dézinguer, il diffame, tout ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Et je peux vous dire que tous mes livres ont été épluchés, même le deuxième livre, ça a été pareil, ça a été épluché mot à mot. Ils n'ont pas trouvé une seule source pour m'attaquer, parce que tout ce que je dis, soit je fais parler les gens, c'est pas moi qui dis, je dis, le ministre a dit ça tel jour, il a dit l'inverse 2 mois après, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et puis il y a toutes les preuves. Et là où je suis très confiant, c'est que tous les mensonges qu'on vous a fait avaler depuis des mois, c'est en train de péter. C'est en train de sortir. Regardez le... On ne peut pas cacher des choses pareilles. D'abord, en plus, on m'a accusé d'être anti-vax, alors je vais mal digérer, parce que moi j'ai présidé la politique vaccinale de la France pendant des années. J'étais vice-président du comité des experts pour le vaccin à l'Europe pendant des années. Donc je peux dire que le vaccin, je connais par cœur, j'ai travaillé là-dedans avec les meilleurs experts du monde. Et le scandale de cette histoire, c'est qu'on a fait croire à la population, même aux médecins, à d'autres scientifiques qui ne connaissent pas bien le domaine, que les produits expérimentaux qu'on vous inocule sont des vaccins. Ce ne sont pas des vaccins. Donc je ne suis pas anti-vaccinal quand j'émets un devoir de réserve vis-à-vis de substances expérimentales qui modifient vos cellules. On voit maintenant les effets secondaires qui se multiplient, les décès qui se multiplient. L'autre jour, on m'a envoyé une liste, ça venait d'Allemagne, mais de 70 sportifs, alors pas tous connus, mais des jeunes, hein, des jeunes de 20-30 ans, qui sont morts d'une crise cardiaque dans la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi le vaccin, alors qu'ils jouaient au football ou qu'ils exerçaient un autre sport. Donc, en plus, on sait que les enfants ne font pratiquement pas le Covid ou pas de symptômes et transmettent très peu. Il n'y a quasiment pas eu de mort chez les enfants, sauf quelques très rares exceptions. Donc la vérité est en train de sortir. L'autre jour, alors c'est pas moi qui le dis, c'est pas un complotiste comme moi qui le dit, c'est le British Medical Journal. Le British Medical Journal, qui est quand même une revue médicale référencée, a publié alors c'est une américaine qui a travaillé pour Pfizer qui le dit, que les données de l'étude de Pfizer qui leur a permis d'obtenir la commercialisation de leurs produits, conditionnelle parce qu'ils n'ont toujours pas l'autorisation de commercialisation définitive, et bien que les résultats avaient été truqués. Est-ce qu'au journal de 20h, vous avez entendu quelque chose là-dessus? À mon avis, vous êtes sourd. Donc il y a beaucoup de choses sur les données, c'est en train de... Parce que les gens commencent à parler, les gens des pompes funèbres, des thanatopracteurs. Moi j'ai le témoignage d'un thanatopracteur, c'est les gens qui font les embaumements quand vous êtes décédé. Ben, ils pompent du sang habituellement pour remplacer le sang par un liquide à base de formol. Et là, ils n'arrivent plus à pomper le sang des gens morts du vaccin. Pourquoi? Parce que le sang coagule trop. Et ils disent aussi on n'a jamais ramassé autant de jeunes avec des problèmes cardiaques, des AVC, que depuis cette crise. Il y en a quelques-uns qui ont osé témoigner sur Internet. Il y a comme des témoignages de pompiers aussi qui avaient ramassé des jeunes décédés brutalement. Et malheureusement, les témoignages que j'ai, parce que je connais déjà de plusieurs personnes décédées autour de moi, les médecins ne déclarent jamais que c'est lié au vaccin. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a une embolie pulmonaire et on a dit non, ça n'a rien à voir. Alors, ce qui est très... On a parlé du vaccin des... Ça fait lourd, on a parlé des... Ça juste faut le tenir en l'air. On a parlé des enfants. Là, je voudrais revenir sur les femmes enceintes. Moi qui ai travaillé dans la vaccinologie française et mondiale, qui était à la source de toutes les recommandations sur les vaccins, d'abord développer un vaccin, c'est au moins 10 ans. C'est pas là, 6 mois, en plus on voit qu'ils avaient commandé les flacons avant même qu'il y ait la pandémie, c'est un peu curieux. Bon. Et alors, imaginons que ce vaccin marche. Non, on voit bien que ça ne marche pas. Comment peut-on l'inoculer à des femmes enceintes? Normalement, un vaccin standard, c'est 10 ans de développement. Ah, mais il faut que je mette là. Il faudrait qu'il y ait un piquet pour tenir. Sinon, j'en prends qu'un. Ah ouais, il faut prendre le meilleur. Ça fait du bien d'avoir Alexandra dans le
quand c'est un vaccin normal, très bien toléré pour n'importe quelle maladie, une fois qu'il y a eu les 10 ans de développement, qu'il est commercialisé, on attend en général 10 ans de recul sur la commercialisation pour être sûr qu'on n'a pas rapporté d'effets secondaires embêtants chez les femmes enceintes. Et là, d'un seul coup, alors que moi j'ai vu une vidéo, j'ai pas eu la berlue, il y a quelques mois, Olivier Véran a dit jamais on ne vaccinera les femmes enceintes. Et l'autre jour, il y avait une autre vidéo, il était masqué, mais je l'ai reconnu. Et il a inoculé lui-même une femme enceinte. Il y a une plainte contre lui, mais ça a été remis. Je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage de pédiatre qui ont observé par exemple récemment un cas de maladie de Parkinson chez un nouveau-né, il n'avait jamais vu ça, dont la mère avait été vaccinée. Un autre enfant qui est né sans les doigts. Donc c'est... Là, vous m'entendez bien là, parce que... Ça va aller, je pense. Donc voilà, c'est totalement anormal. En plus, comme le disait Alexandra, ces produits sont encore en phase 3 de développement. La phase 4, ce sera fin 2022, voire 2023. Donc normalement, c'est totalement interdit d'obliger un produit expérimental. Vous devriez tous signer un consentement éclairé. Donc tout ce qui se fait actuellement est illégal. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup dérangé, moi j'ai présidé des commissions importantes au Conseil de la santé publique pendant des années. Je connais tout du règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique parce que moi je l'ai écrit avec des collègues. Et tous les avis qui ont été rendus ont été faits de façon illégale. Il n'y a pas eu de réunion de la commission. C'était un groupe d'experts où il y avait des gens du Haut Conseil, des gens qui n'étaient pas du Haut Conseil. Il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de déclaration des conflits d'intérêts. Normalement, moi quand j'étais président, s'il y avait un conflit d'intérêts, la personne sortait de la salle, ne participait pas au vote et c'était écrit dans le compte-rendu. Tant de votants, tant d'abstentions, tant de personnes qui n'ont pas pris part au vote pour le conflit d'intérêts, etc. Là, il n'y a rien du tout. Et quand il y a un avocat qui a porté plainte au Conseil d'État en disant mais les avis au Conseil ne sont pas faits dans des conditions normales, mais le Conseil d'État dit oui, c'est normal parce qu'il y avait urgence, donc ils n'ont pas fait comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors moi j'ai... Si ça avait été... je pourrais dire que j'ai souri, mais c'était triste, parce que la procédure d'urgence aussi, j'avais participé à son écriture, elle existe. Alors, je pense que le Conseil d'État n'était pas au courant. Si nous, un ministre pouvait nous saisir pour donner un avis dans les 24 heures, on faisait la réunion par téléphone, il n'y avait pas encore trop la visioconférence à ce moment-là. Et on échangeait par mail un premier brouillon, on corrigeait dans la soirée, et le lendemain, on votait par vote électronique. Donc la procédure, elle existait. Donc, mais quand on regarde bien, tout se fait comme ça. Moi, j'ai jamais vu une autorisation de mise sur le marché comme ça en 2 minutes, coordonnée en quelques jours, alors qu'on n'a même pas les données. Bon, tout est hallucinant dans la gestion de cette crise. Alors, c'est vrai que comme j'ai... C'est ça qu'il y a trop de micros sur Ouais, je t'ai dit, mais je pense qu'il y a une route là. C'est pour libérer la route. Voilà. Déjà, non. Voilà, okay. Merci beaucoup. Et s'il n'y en a qu'un, vous m'entendez là, c'est bon? Alors, qu'est-ce que je vais dire de beau? Ah oui. Je regarde si j'ai encore des choses. Oui, non, c'est ça que, quand je dis la vérité est en train d'éclater, tout ce que je dis est sourcé. C'est pour ça d'ailleurs que quand on m'a attaqué, j'ai dit j'ai dit la vérité. On n'a pas pu vraiment me reprocher grand-chose à part de dire que je suis complotiste. Et si vous regardez, les experts ou les médias qui m'ont attaqué n'ont jamais cité un seul argument scientifique. Moi, j'en cite tout le temps avec les références. Et moi, ce que j'ai demandé à mes détracteurs, aux médias, j'ai dit, et pourquoi on n'organise pas un débat scientifique? Les Français en ont besoin, un débat contradictoire. Ça peut être Péronne contre je ne sais pas qui.
ou à plusieurs, hein. Que ce soit avec des membres du conseil scientifique qui sont à l'Élysée, avec des gens qui sont sur les plateaux tous les jours pour dire des choses qui ne sont pas censées, qui ne reposent rien. Mais je leur ai proposé, mais ils refusent. Ils ont peur, parce que face à la vérité, on a peur. C'est ça. Et puis, ils ont peur d'être enregistrés aussi pour l'histoire. Je ne vais pas être trop long, vous connaissez. Ah, oui, on m'a accusé d'être anti-vax. J'ai vu un journaliste l'autre jour qui a écrit sur moi qui a dit que j'étais anti-masque. Alors, là encore, ça m'a fait sourire parce que ce monsieur, il ne sait pas que c'est grâce à moi, il y a un groupe de travail quand j'étais jeune assistant à Bichat. C'était dans les années 80 quand il y a eu les premières épidémies de tuberculose dites nosocomiale qui se transmettaient dans les hôpitaux, parce qu'à l'époque, le tuberculeux se baladait dans l'hôpital avant d'être soigné, il était contagieux, tout le monde s'en moquait. On avait fait un groupe de travail pour instaurer l'obligation du masque dans les chambres des malades tuberculeux, qui restent enfermés dans la chambre tant qu'ils étaient contagieux. Mais le masque dans une chambre de malade, c'est très utile. Quand le malade a des symptômes qui crachent, ça évite aux soignants de se contaminer, ça évite à la famille qui rentre dans la pièce de se contaminer. Il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas anti-masque, je suis pour que le masque soit sur prescription médicale, fait dans des conditions qui ont un sens sur le plan scientifique. Voir maintenant, hier, je me promenais dans un parc à Paris, il y avait presque personne, et les rares personnes qui étaient dans le parc, il y en avait la moitié qui étaient masquées, et qui promenaient leurs chiens. Quoi. Je veux dire, c'est fou. Vous n'avez pas masqué le chien? C'est pour le chien, il paraît. C'est des mesures. Il y a d'ailleurs une étude dite randomisée, c'est avec tirage au sort au Danemark faite l'année dernière, sur des milliers de gens qui étaient tirés au sort pour vous porter un masque ou pas. Et le résultat dans les deux groupes était presque le même. C'est-à-dire qu'on a même la démonstration scientifique que tel que c'est préconisé à l'extérieur comme ça ne sert à rien. Et si moi je dis ça, on me dit que je suis anti-scientifique. Mais qui lit les références scientifiques? Je voudrais savoir. Hein. Bon, voilà, alors. Bon, je vais peut-être terminer là-dessus pour je vais dire un petit mot parce que je ne vais pas refaire l'histoire du Mont Valérien qu'Alexandra. J'ai fait une partie que personne ne connaît en général. Je t'ai laissé l'autre, qui est édifiante. C'est juste une phrase que j'ai trouvée, alors je ne sais pas qui l'a dite, à propos de tous ces jeunes qui sont fait fusiller au Mont Valérien pendant plusieurs années par les Allemands. C'est aimer la vie à en mourir. Et je trouve que c'est une très belle phrase. Waouh! Je vais terminer par une petite phrase du général de Gaulle, parce que c'est lui qui a fait construire ce monument à la mémoire des fusillés, des résistants. Lorsque les institutions tombent entre les mains d'individus qui conduisent la France vers sa perte, son déshonneur ou l'asservissement de son peuple, il est du devoir de tous les serviteurs de l'État de s'y opposer et de se rebeller. C'est sur ces principes que la résistance vit le jour. Juste une petite info logistique. Il y a des tracts avec le message, vous pouvez dire un mot, là. Vous pourrez les trouver, les ramener dans vos régions pour les distribuer autour de vous. Vous voulez dire un mot sur la logistique de ça Non, mais là, juste donc, pour les gens qui viennent des régions, hein, donc s'ils peuvent venir ici, donc il y a un certain nombre de tracts, de flyers, hein, qu'on va laisser donc à disposition pour que vous puissiez parler de ça. Directement chez vous, dans vos régions. Voilà. Donc là, on va vous demander tout simplement de passer ici, un petit peu après donc les différentes interventions. Et puis on va continuer les interventions.